Bonsoir, bienvenue. Pardon, je ne savais plus où était le micro. Bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je reprends tout de suite la lecture des 4 filles du Docteur March. Il y a un petit peu de soleil. C'est tout. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci beaucoup. Chapitre 15. Au placard. En France, les jeunes filles mènent une vie ennuyeuse avant leur mariage, moment où « vive la liberté » devient leur devise. En Amérique, comme chacun le sait, les filles signent tôt leur déclaration d'indépendance et jouissent de leur liberté avec un appétit très républicain. Mais les jeunes mères abdiquent souvent avec le premier héritier du trône et se retirent dans un monde presque aussi clos que les couvents français, bien que beaucoup moins calme. Qu'elles le veuillent ou non, elles sont virtuellement rangées au fond d'un placard sitôt passée l'excitation du mariage et la plupart d'entre elles pourraient s'exclamer, comme le fit une très jolie femme l'autre jour, « Je n'ai jamais été plus séduisante, mais personne ne fait attention à moi parce que je suis mariée. » N'étant pas une beauté, ni même une dame du monde, Meg ne connut pas cette affliction avant que ses bébés eussent 1 an, car, dans son petit monde, les coutumes ancestrales régnaient et elle était plus admirée et aimée que jamais. Comme elle était une petite femme très féminine, son instinct maternel était très fort et elle était totalement absorbée par ses enfants, à l'exclusion de quoi ou de qui que ce fût d'autre. Jour et nuit, elle les couvait avec dévotion et empressement, abandonnant John à la merci de l'employé de maison, car une Irlandaise régnait dorénavant sur la cuisine. Étant attachée à son foyer, les attentions maritales que John avait l'habitude de recevoir lui manquaient terriblement. Mais, comme il adorait ses bébés, il renonça allègrement à son confort pour un temps, supposant, dans son ignorance masculine, que la paix reviendrait bientôt. Mais 3 mois passèrent et le repos ne revenait pas. Meg avait l'air fatiguée et nerveuse, les bébés accaparaient chaque minute de son temps, la maison était négligée et Kitty, la cuisinière qui se la coulait douce, ne lui servait que la portion congrue. Lorsqu'il sortait le matin, il était perplexe devant les petites commissions pour la maman captive. S'il rentrait gaiement le soir, pressé d'embrasser sa famille, il était refroidi par un « chut ». Ils viennent juste de s'endormir après nous avoir embêtés toute la journée. S'il proposait une petite distraction à la maison, non, ça va déranger les bébés. S'il faisait allusion à une conférence ou un concert, on lui répondait avec un regard lourd de reproche et ferme « Laissez mes enfants pour aller m'amuser, jamais !» Son sommeil était entrecoupé par les vagissements des nourrissons et la vision d'une silhouette fantomatique qui allait et venait en silence en pleine ronde nocturne. Ses repas étaient interrompus par les fréquentes envolées du génie des lieux qui l'abandonnait, à moitié servi, si un gazouillis étouffé provenait du nid au-dessus. Et lorsque le soir il lisait son journal, la colique de Demi s'immisçait dans le manifeste d'expédition et la chute de Daisy affectait le prix de la marchandise, car Madame Brooke ne s'intéressait qu'aux nouvelles familiales. Le pauvre homme ressentait véritablement un malaise, car les enfants l'avaient privé de sa femme. Le foyer n'était plus qu'une chambre d'enfants et les perpétuels « chut » lui donnaient l'impression d'être un brutal intrus chaque fois qu'il pénétrait dans l'enceinte sacrée du royaume des bébés. Il le supporta patiemment pendant 6 mois, puis, comme aucun signe d'amélioration n'apparaissait, il fit comme d'autres pères bannis, il tenta de trouver un peu de réconfort ailleurs. Scott s'était marié et avait établi son ménage à proximité, et John prit l'habitude d'y courir 1 heure ou 2 le soir lorsque son propre salon était vide et son épouse en train de chanter des berceuses qui semblaient n'avoir jamais de fin. Madame Scott était une jolie jeune femme pleine de vie qui n'avait rien d'autre à faire que d'être agréable, et elle s'acquittait de sa mission avec un grand succès. Le salon était toujours clair et attrayant, l'échiquier prêt, le piano accordé, l'endroit rempli de gais bavardages et d'un bon petit souper préparé de façon appétissante. John aurait préféré son propre coin du feu s'il n'avait été si solitaire, mais comme il l'était, il s'installait avec gratitude auprès d'un autre plus plaisant et profitait de la compagnie de ses voisins. Au début, Meg approuva plutôt ce nouvel arrangement et se sentit soulagée de savoir que John passait un bon moment au lieu de somnoler au salon ou d'arpenter la maison et de réveiller les bébés. Mais au bout d'un moment, quand ils eurent fait leurs dents et que les idoles allaient se coucher à 1 heure,
À une heure convenable, laissant à leur maman du temps pour se reposer, John commença à lui manquer et elle trouva que le panier à ouvrage était d'une compagnie ennuyeuse lorsqu'il n'était pas assis en face d'elle dans sa vieille robe de chambre, en train de roussir ses pantoufles sur le garde-feu. Elle ne voulait pas lui demander de rester à la maison, mais elle se sentait blessée, qu'il ne comprenne pas qu'elle le désirait si elle ne lui disait pas, oubliant totalement les nombreux soirs où il l'avait attendue en vain. Elle était énervée, épuisée par les nuits sans sommeil et l'inquiétude et avait perdu son bon sens, expérience que vivent parfois les meilleures des mères quand les tâches domestiques les oppressent. Le manque d'exercice les prive de gaieté et trop de dévotion à cette idole de la femme américaine, la théière, les fait se sentir tout en air et sans muscles. « Oui, se disait-elle en se regardant dans la glace, je deviens vieille et laide. John ne me trouve plus intéressante, alors il abandonne sa femme fanée et va voir sa jolie voisine qui n'a personne à charge. Bon, les bébés même, il leur est égal que je sois maigre et pâle et que je n'ai pas le temps de crêper mes cheveux. Ils sont mon réconfort et un jour John verra ce que j'ai avec joie sacrifié pour eux. N'est-ce pas, mes trésors ? » À ce pathétique appel, Daisy répondait par une roucoulade et demi un croassement, et Meg abandonnait ses lamentations pour les joies de la maternité qui apaisaient sa solitude pour un temps. Mais sa peine augmenta quand la politique se mit à accaparer John qui courait toujours pour discuter de sujets intéressants avec Scott, totalement inconscient qu'il manquait à Meg. Cependant, elle ne souffla mot jusqu'à ce que sa mère la trouve un jour en larmes et insiste pour savoir ce qui se passait, car le moral en berne de Meg n'avait pas échappé à son observation. « Je n'en parlerai à personne d'autre que toi, maman, mais j'ai vraiment besoin de conseils, parce que si John continue comme ça, autant être veuve. » répondit Madame Brooke en séchant ses larmes sur le bavoir de Daisy, l'air blessé. « Continue comme quoi, ma chérie ?» demanda sa mère anxieuse. « Il est parti toute la journée et le soir, quand je veux le voir, il est tout le temps chez les Scott. C'est injuste que je travaille toujours si dur et n'ai jamais aucun divertissement. Les hommes sont très égoïstes, même les meilleurs d'entre eux. Les femmes aussi, ne blâment pas John tant que tu ne comprendras pas tes propres torts. Mais il ne peut pas avoir raison de me négliger. Tu ne le négliges pas ? Enfin, maman, je croyais que tu serais de mon côté. C'est le cas, dans les limites de ma compassion, mais je pense que c'est de ta faute, Meg. Je ne vois pas pourquoi. Laisse-moi t'expliquer. Est-ce que John te négligeait quand tu mettais un point d'honneur à lui tenir compagnie le soir, son seul moment de loisir ? Non, mais je ne peux plus maintenant avec 2 bébés à m'occuper. Je crois que tu pourrais, ma chérie. Je pense que tu devrais. Je peux te parler franchement et tu te souviendras qu'une maman qui fait des reproches est aussi une maman qui compatit. Bien sûr que oui. Parle-moi comme si j'étais encore la petite Meg. J'ai souvent l'impression d'avoir plus que jamais besoin d'enseignement puisque ces bébés comptent sur moi pour tout. Meg tira sa chaise basse près de celle de sa mère et chacune une petite interférence sur les genoux, les 2 femmes bercèrent et discutèrent tendrement, ne faisant plus que jamais qu'une grâce au lien de la maternité. Tu as seulement fait l'erreur que la plupart des jeunes épouses commettent. Oublier ton devoir à l'égard de ton mari dans ton amour pour tes enfants. Une erreur parfaitement naturelle et pardonnable, Meg, mais à laquelle il vaut mieux remédier avant que vos chemins ne se séparent. Car les enfants devraient vous rapprocher plus que jamais, pas vous éloigner, comme s'ils n'étaient qu'à toi et que John n'avait rien à faire en dehors de son soutien financier. Je le vois depuis quelques semaines, mais je n'en ai pas parlé, étant certaine que tout finirait par entrer dans l'ordre. J'ai bien peur que non. Si je lui demande de rester, il va croire que je suis jalouse et je ne voudrais pas l'insulter avec une idée pareille. Il ne voit pas que j'ai envie d'être avec lui et je ne sais pas comment le lui dire sans mots. Fais en sorte que ce soit assez agréable pour qu'il ne veuille pas partir. Ma chérie, son petit foyer lui fait très envie, mais ce n'est pas un foyer sans toi et tu es toujours dans la chambre d'enfant. Ne devrais-je pas y être ? Pas tout le temps. Trop de confinement te rend nerveuse et tu n'es plus en forme pour rien. De plus, tu dois quelque chose à John autant qu'au bébé. Ne néglige pas ton mari pour tes enfants, ne lui ferme pas la porte de la chambre des bébés, mais apprends-lui comment t'y aider. C'est sa place autant que la tienne et les enfants ont besoin de lui. Fais-lui sentir qu'il doit effectuer sa part, il le fera avec joie et loyauté et ce sera préférable pour vous tous. Tu le crois vraiment, maman ? Je le sais, Meg, parce que j'ai essayé et je donne rarement des conseils si je n'ai pas la preuve qu'on puisse les mettre en pratique. Quand toi et Joe étiez petites, j'ai fait exactement comme toi. J'avais l'impression de ne pas faire mon devoir si je ne me consacrais pas entièrement à vous. Ton pauvre père s'est plongé dans ses livres après que j'ai refusé toutes ses propositions d'aide et je me suis retrouvée seule face à toutes les expériences. Je me suis escrimée autant que j'ai pu, mais Joe était trop pour moi.
J'ai failli la gâter en étant trop indulgente. Tu n'étais pas en bonne santé et je me suis inquiétée pour toi jusqu'à ce que je me sente moi-même malade. Alors ton père est venu à la rescousse. C'est tranquillement chargé de tout et il s'est avéré d'une si grande aide que j'ai compris mon erreur et depuis, je n'ai jamais rien pu faire sans lui. C'est le secret du bonheur de notre foyer. Il ne laisse pas sa profession de détourner des petites attentions et devoirs qui nous affectent tous et j'essaie de ne pas laisser les tracas domestiques détruire mon intérêt pour ses travaux. Nous avons chacun nos occupations dans de nombreux domaines, mais à la maison, nous œuvrons toujours ensemble. C'est vrai, maman. Et mon plus grand souhait est d'être pour mon mari et mes enfants ce que tu as été pour les tiens. Montre-moi comment. Je ferai tout ce que tu diras. Tu as toujours été ma petite fille docile. Bon, ma chérie, si j'étais toi, je laisserais John davantage s'occuper de Demi parce que ce garçon a besoin d'être éduqué et il n'est jamais trop tard pour commencer. Puis je ferai ce que j'ai souvent proposé, permettre à Anna de venir t'aider. C'est une nourrice de premier ordre et tu pourrais lui faire confiance pour se charger des précieux bébés pendant que tu te consacreras un peu plus aux tâches ménagères. Tu as besoin de faire de l'exercice. Anna adorerait s'occuper du reste et John retrouverait sa femme. Sors davantage, reste gai autant qu'affairé parce que c'est toi qui fais la pluie et le beau temps dans la famille et si tu t'assombris, le climat sera maussade. Puis j'essaierai de m'intéresser à ce qu'aime John, de discuter avec lui, de le laisser me faire la lecture, d'échanger des idées et de nous aider mutuellement en ce sens. Ne t'enferme pas dans un carton à chapeau parce que tu es une femme, mais comprends ce qui se passe, éduque-toi toute seule pour prendre ta part dans les affaires du monde parce qu'elles vous affectent, toi et les tiens. John est si sensé, je crains qu'il ne me prenne pour une idiote si je pose des questions sur la politique et ce genre de choses. Je ne crois pas. L'amour couvre une multitude de péchés. À qui pourrais-tu demander plus librement qu'à lui? Essaie, tu verras s'il ne trouve pas ta compagnie bien plus agréable que les soupers de Madame Scott. Je vais le faire. Pauvre John, j'ai bien peur de l'avoir tristement négligé. Mais je pensais avoir raison, il n'a jamais rien dit. Il a essayé de ne pas être égoïste, mais il s'est senti assez délaissé, j'imagine. C'est le moment, Meg, où les jeunes couples sont susceptibles de s'éloigner et c'est pourtant celui où ils devraient être le plus proches. Les tendresses du début se dissipent rapidement à moins que l'on prenne soin de les préserver. Et aucune période n'est plus belle et plus précieuse pour les parents que les premières années des petites vies qu'ils doivent éduquer. Ne laisse pas John être un étranger pour les bébés, car ils feront davantage pour l'éloigner du danger et le rendre heureux dans ce monde d'épreuves et de tentations que n'importe quoi d'autre, et à travers eux, vous apprendrez à vous connaître et à vous aimer comme il se doit. Sur ce, ma chérie, au revoir. Réfléchis aux prêches de ta mère, agis en conséquence s'il te paraît bon et que Dieu vous bénisse tous. Meg y réfléchit, le trouva bon et agit en conséquence, même si sa première tentative ne se déroula pas exactement comme elle l'avait prévu. Bien sûr, les enfants la tyrannisaient, ils régnèrent sur la maison dès qu'ils découvrirent que donner des coups de pied et brailler leur apportait tout ce qu'ils désiraient. Maman était l'esclave servile de tous leurs caprices, mais papa n'était pas facile à soumettre et affligeait de temps à autre sa tendre épouse en s'essayant à la discipline paternelle avec son fils récalcitrant. Car Demi avait hérité d'une partie de la fermeté de caractère de son père. Nous ne parlerons pas d'obstination. Et quand il avait décidé dans sa petite tête qu'il aurait ou ferait quelque chose, tous les chevaux du roi et tous les hommes du roi n'auraient pu faire changer d'avis ce petit têtu. Maman pensait que le petit chéri était trop jeune pour qu'on lui apprenne à vaincre ses idées bien arrêtées, mais papa pensait qu'il n'était jamais trop tôt pour apprendre l'obéissance. Donc, maître Demi découvrit rapidement que lorsqu'il entreprenait de se bagailler avec Parpar, il était toujours perdant. Pourtant, comme les Anglais, bébé respectait l'homme qu'il avait vaincu et il aimait le père dont les sérieux non étaient plus impressionnants que toutes les petites tapes aimantes de sa maman. Quelques jours après avoir discuté avec sa mère, Meg décida d'essayer de faire d'une soirée une petite fête en compagnie de John. Elle demanda donc que soit préparé un bon souper, rangea le salon, s'habilla joliment et mit les enfants au lit de bonne heure pour que rien ne vienne contrecarrer son expérience. Malheureusement, Demi avait cette idée bien arrêtée et presque invincible de ne pas vouloir aller au lit et, ce soir-là, il était résolu à se déchaîner.
Ainsi, la pauvre Meg chanta et berça, raconta des histoires et essaya toutes les ruses qu'elle put trouver pour provoquer le sommeil, toutes en vain. Les grands yeux ne voulaient pas se fermer. Et longtemps après que Daisy eut été au dodo, comme la petite boule potelée facile à vivre qu'elle était, le vilain Demi était étendu, fixant la lumière avec l'expression la plus éveillée qui soit. Demi va rester tranquille comme un bon petit garçon pendant que maman descend servir son thé à papa, demanda Meg, tandis que la porte d'entrée se refermait doucement et que le pas bien connu entrait sur la pointe des pieds dans la salle à manger. « Moi, à thé, dit Demi, se préparant à participer aux festivités. « Non, mais je vais te garder des petits gâteaux pour le petit déjeuner si tu fais dodo, comme Daisy. Tu veux bien, mon chéri ?»« Oui. » Et Demi serra les paupières comme pour y emprisonner le sommeil et précipiter le jour tant attendu. Profitant de ce moment propice, Meg s'éclipsa et descendit en courant accueillir son mari avec un visage souriant et, dans les cheveux, le petit ruban bleu qu'il admirait particulièrement. Il le remarqua immédiatement et dit agréablement surpris : « Eh bien, petite maman, comme on est gai ce soir, tu attends une visite ? Seulement toi, mon chéri. C'est un anniversaire, une célébration, quelque chose ? Non, j'en ai assez d'être affreuse, alors je me suis habillée pour changer. Tu te fais toujours beau pour passer à table, même si tu es fatiguée, pourquoi pas moi alors que j'ai le temps ? Je le fais par respect pour toi, ma chérie, dit le traditionnel John. Pareil, monsieur Brooke, rit Meg, ayant à nouveau l'air jeune et joli en hochant la tête au-dessus de la théière. Bien, c'est adorable, et comme autrefois. C'est bon, je bois à ta santé, ma chérie. Et John dégusta son thé avec une expression de ravissement détendu qui dura cependant très peu de temps, car lorsqu'il reposa sa tasse, le loquet de la porte émit un bruit mystérieux et une petite voix se fit entendre qui disait avec impatience « Ouf pote, moignin !» C'est ce vilain garçon. Je lui ai dit de s'endormir tout seul et te voilà en bas qui va attraper la mort en trottinant sur cette toile. Jour, déclara Demi d'un ton joyeux en entrant, sa longue chemise de nuit drapée avec grâce sur son bras et ses boucles sautillant gaiement tandis qu'il caracolait autour de la table en lorgnant amoureusement les petits gâteaux. Non, ce n'est pas encore le matin. Tu dois aller au lit et ne pas embêter ta pauvre maman. Après, tu pourras avoir le petit gâteau avec du sucre dessus. Moi, aime par part, dit le petit malin en s'apprêtant à grimper sur les genoux paternels et à se délecter de plaisirs interdits. Mais John secoua la tête et dit à Meg : « Si tu lui as dit de rester là-haut et de s'endormir seul, fais en sorte qu'il t'obéisse, sinon il n'apprendra jamais à t'écouter. »« Oui, bien sûr. Viens, Demi. » Et Meg emmena son fils avec un fort désir de donner une fessée au petit intrus qui sautillait près d'elle en s'imaginant qu'elle le soudoierait dès qu'il serait dans la chambre. Et il ne fut pas déçu, parce que cette femme qui manquait de perspicacité lui donna effectivement un morceau de sucre, le borda dans son lit et lui interdit d'aller se promener avant le matin. « Oui, » dit Demi, le parjure en suçant son sucre d'un air béat, considérant sa première tentative comme un immense succès. Meg retourna à sa place et le souper se poursuivait agréablement lorsque le petit fantôme revint et révéla la faute maternelle en demandant effrontément « Encore sucre, maman !»« Cette fois, ça suffit, » dit John en s'endurcissant contre le charmant petit pêcheur. « Nous n'aurons jamais la paix tant que cet enfant n'aura pas appris à aller se coucher dans les règles. Tu te rends esclave depuis trop longtemps. Donne-lui une bonne leçon et ce sera terminé. Mets-le au lit et laisse-le, Meg. » « Il n'y restera pas, il ne le fait jamais, sauf si je suis assise à côté de lui. Je vais m'en occuper. Demi, monte et mets-toi au lit comme maman te l'a ordonné. »« Non !» répondit le jeune rebelle en attrapant tout seul le petit gâteau et en commençant à le manger avec un tranquille aplomb. « Tu ne dois jamais dire ça à papa. Je vais t'y amener si tu n'y vas pas tout seul. Va-t'en, moi pas, aime par part. » Et Demi se réfugia dans les jupes de sa mère. Mais même ce refuge se révéla inefficace, car il fut livré à l'ennemi avec un « Sois gentil avec lui, John », qui plongea le coupable dans le désarroi. Si maman l'abandonnait, le jour du jugement dernier n'était pas loin. Privé de son gâteau, frustré dans son espièglerie et emporté d'une main ferme vers ce lit détesté, le pauvre Demi ne put refréner sa colère. Il défia ouvertement papa, donna des coups de pied et hurla vigoureusement jusqu'à l'étage. Dès qu'il fut déposé dans son lit d'un côté, il roula de l'autre et se dirigea vers la porte pour être ignominieusement rattrapé par la traîne de sa petite toge et remis au lit, une séance animée qui se poursuivit jusqu'à ce que toute force abandonne le jeune homme et qu'il se mette à pousser des cris perçants. Cet exercice vocal avait généralement raison de Meg, mais John resta aussi impassible qu'un piquet, dont il est communément admis qu'ils sont sourds. Ni cajolerie, ni sucre, ni berceuse, ni histoire. Même la lumière fut éteinte et seul le feu égayait le grand noir que Demi considérait avec plus de curiosité que de peur.
Ce nouvel ordre des choses le dégoûtait et il hurla lamentablement marmare tandis que son courroux diminuait et que des souvenirs de sa tendre esclave revenaient à l'autocrate captif. Les vagissements plaintifs qui succédèrent aux hurlements de colère allèrent directement au cœur de Meg et elle se précipita à l'étage pour supplier. « Laisse-moi rester avec lui, il sera gentil maintenant, John. Non, ma chérie, je lui ai dit qu'il devait dormir comme tu le lui as ordonné. Il doit le faire, même s'il faut que je reste là toute la nuit. » « Mais il va se rendre malade à force de pleurer, » plaida Meg, se reprochant d'abandonner le petit garçon. « Non, il est tellement fatigué qu'il ne va pas tarder à sombrer. Le problème sera réglé. Il comprendra qu'il doit écouter. Ne t'en mêle pas, je m'occupe de lui. » « C'est mon enfant, je ne veux pas supporter que son entrain soit brisé par la sévérité. C'est mon enfant et je ne veux pas qu'il soit gâté par trop d'indulgence. Descends, ma chérie, et laisse-moi me charger de ce garçon. » Lorsque John employait ce ton autoritaire, Meg obéissait toujours et ne regrettait jamais sa docilité. « S'il te plaît, laisse-moi l'embrasser une fois, John. »« Certainement. »« Demi, dis bonne nuit à maman et laisse-la aller se reposer parce qu'elle est très fatiguée de s'occuper de vous toute la journée. » Meg proclama toujours que c'était le baiser qui avait scellé la victoire, car ensuite Demi sanglota plus calmement et resta étendu tranquillement au pied du lit, où il avait rampé dans son angoisse. Pauvre petit gars, il est épuisé de sommeil et de larmes. Je vais le couvrir et descendre rassurer Meg, se dit John en s'approchant à pas de loup du lit, espérant trouver son héritier rebelle endormi. Mais il ne l'était pas. Car à la minute où son père lui jeta un coup d'œil, ceux de Demi s'ouvrirent, son petit menton se mit à trembler et il tendit les bras en disant dans un hoquet repentant « Moi nanti maintenant !» Assise sur les marches à l'extérieur, Meg s'interrogeait sur ce long silence après le tumulte et après avoir imaginé toutes sortes d'accidents impossibles, elle se glissa dans la pièce pour apaiser ses peurs. Demi dormait à poings fermés, pas dans sa position habituelle, les ailes déployées, mais pelotonné et soumis, entouré des bras de son père et lui tenant le doigt, comme s'il percevait que la justice était tempérée par la miséricorde et s'était endormi plus triste et plus sage. Retenu ainsi, John avait attendu avec une patience toute féminine que la petite main relâchât son étreinte et, en attendant, il s'était assoupi, davantage épuisé par cette lutte avec son fils que par sa journée de travail. En regardant les deux visages sur l'oreiller, Meg sourit et ressortit en se disant d'un air satisfait « Je n'ai jamais craint que John soit trop dur avec mes bébés, il sait vraiment comment les gérer et il sera d'une grande aide parce que Demi commence à être trop pour moi. » Lorsque John finit par descendre, s'attendant à trouver une femme pensive ou pleine de reproches, il fut agréablement surpris de voir Meg orner placidement un bonnet et l'accueillir en lui demandant de lui dire quelque chose concernant les élections s'il n'était pas trop fatigué. John comprit en un instant qu'une sorte de révolution était en marche, mais il eut la sagesse de ne pas poser de questions, sachant que Meg était une petite personne si transparente qu'elle serait incapable de garder un secret même si sa vie en dépendait et que la clé serait donc rapidement révélée. Il lut un long débat avec le plus aimable empressement, puis il expliqua de la façon la plus claire possible, tandis que Meg essayait d'avoir l'air profondément intéressée, de poser des questions intelligentes et d'empêcher ses pensées de vagabonder de l'état de la nation à l'état de son bonnet. Au fond d'elle-même, cependant, elle décida que la politique ne valait pas mieux que les mathématiques et que la mission des politiciens semblait être de s'insulter. Mais elle garda pour elle ses idées féminines et lorsque John s'interrompit, elle secoua la tête et dit d'un ton qu'elle supposait être d'une ambiguïté diplomatique « Eh bien, je me demande vraiment où nous allons. » John rit et l'observa un instant soupeser une jolie garniture de tulle et de fleurs et l'étudiait avec un intérêt authentique que son discours n'avait pas réussi à éveiller. « C'est pour moi qu'elle essaie d'aimer la politique, alors je vais essayer d'aimer la chapellerie pour elle. C'est équitable, se dit John, le juste, ajoutant à voix haute. C'est très joli, c'est ce qu'on appelle un bonnet d'intérieur. Mon cher ami, c'est bien un bonnet, mais mon plus joli, celui pour aller au concert et au théâtre. Je te demande pardon. Il est tellement petit que je l'ai naturellement confondu avec ces choses prêtes à s'envoler que tu portes parfois. Comment le fais-tu tenir? Ces bouts de dentelle sont noués sous le menton avec un bouton de rose. » Et Meg lui fit la démonstration en coiffant le bonnet et regarda son mari avec un air de calme satisfaction qui était irrésistible. « C'est un amour de bonnet, mais je préfère le visage qui se trouve à l'intérieur parce qu'il a de nouveau l'air jeune et heureux, dit John en embrassant ce visage souriant, au grand préjudice du bouton de rose sous le menton. « Je suis contente qu'il te plaise parce que je veux que tu m'emmènes à un des nouveaux concerts un soir. J'ai vraiment besoin de musique pour me remettre au diapason. »
Tu le feras, s'il te plaît. Bien sûr que oui, de tout mon cœur, et partout où tu voudras aller. Tu es enfermée depuis trop longtemps, ça te fera un bien infini et me plaira tout à fait. Qu'est-ce qui t'a mis ça en tête, petite maman ? Eh bien, j'ai discuté avec Marmie l'autre jour et je lui ai dit à quel point j'étais nerveuse, irritée et pas dans mon assiette, et elle m'a dit que j'avais besoin de me changer les idées et d'arrêter de me charger de tout. Alors Anna va m'aider avec les enfants et je vais m'occuper davantage de la maison et me distraire de temps en temps pour m'empêcher de devenir une vieille femme agitée et délabrée avant l'heure. Ce n'est qu'une expérience, John, et je veux la tenter pour toi autant que pour moi parce que je t'ai honteusement négligée ces derniers temps et je vais redonner à la maison l'apparence qu'elle avait autrefois, si je peux. J'espère que tu n'y vois pas d'inconvénient. Ce que John répondit ou que le petit bonnet échappa de justesse à la ruine importe peu. Tout ce que nous devons savoir, c'est que John sembla n'y voir aucun inconvénient à en juger par les changements qui s'opérèrent peu à peu dans le foyer et ses pensionnaires. Ce n'était en aucun cas un paradis absolu, mais tout le monde se porta mieux grâce au système du partage des tâches. Les enfants grandissaient à merveille en suivant les règles paternelles, car John, juste et inébranlable, introduisit ordre et obéissance au royaume des bébés, tandis que Meg retrouvait sa bonne humeur et calmait ses nerfs avec des exercices sains, quelques menus plaisirs et des conversations plus intimes avec son sage mari. Le foyer recommença à ressembler à un foyer et John n'avait plus envie de le quitter, excepté en compagnie de Meg. Désormais, les Scott allaient chez les Brooke et tout le monde considérait que la petite maison était joyeuse, pleine de bonheur, de contentement et d'amour familial. Même la gaie Sally Moffat aimait s'y rendre. « C'est toujours si calme et agréable ici, ça me fait du bien, Meg », avait-elle l'habitude de dire en promenant un regard mélancolique autour d'elle comme pour tenter de découvrir la magie qu'elle pourrait utiliser dans sa grande demeure remplie de magnifiques solitudes, car il ne s'y trouvait pas de bébé dissipé au visage radieux et Ned vivait dans son propre monde dans lequel elle n'avait pas de place. Ce bonheur domestique n'arriva pas d'un coup, mais John et Meg en avaient trouvé la clé et chaque année de vie conjugale leur apprenait comment s'en servir et révélait les trésors du véritable amour familial et de l'entraide, ce que les plus pauvres peuvent posséder et que les plus riches ne peuvent acheter. C'est dans ce genre de placard que les jeunes épouses et mères devraient consentir à être enfermées, à l'abri des incessants tracas et de la fièvre du monde, trouvant un amour fidèle chez les fils et filles qui se cramponnent à elles, sans être découragés par le chagrin, la pauvreté ou l'âge. Marchant contre vents et marées aux côtés d'un ami fidèle qui est, au sens propre, le maître de maison, et apprenant, comme l'apprit Meg, que le plus heureux des royaumes est pour une femme un foyer, son plus grand honneur, l'art de le diriger, non pas comme une reine, mais comme une femme et une mère pleine de sagesse. Voilà, je vais éviter les commentaires. Je n'ai rien contre l'entraide, ça c'est sûr. Mais pour la façon dont c'est écrit, allez, chapitre 16. Je ne sais pas combien il y a de chapitres dans ce livre, en fait. Enfin, dans cette partie. 24, d'accord. Lawrence le paresseux. Laurie s'était rendu à Nice avec l'intention d'y rester une semaine et y demeura un mois. Il était là de vagabonder seul et la présence familière d'Amy semblait apporter un charme domestique aux décors étrangers dans lesquels elle jouait un rôle. Être dorlotée lui avait manqué et l'être un peu à nouveau lui plaisait, car aucune des attentions, même flatteuses, prodiguées par des étrangers n'était aussi agréable que l'adoration fraternelle des filles à la maison. Amy ne l'avait jamais chouchouté autant que les autres, mais elle était maintenant ravie de le voir et s'accrochait à lui avec le sentiment qu'il représentait cette famille chérie qui lui manquait beaucoup plus qu'elle ne l'aurait avoué. Ils se réconfortaient naturellement en compagnie l'un de l'autre et passaient beaucoup de temps ensemble, à monter à cheval, marcher, danser ou flâner, car à Nice, il est difficile de travailler dur pendant la période des fêtes. Mais tout en donnant l'impression de s'amuser de la plus insouciante des façons, il faisait plus ou moins consciemment des découvertes l'un sur l'autre et se forgeait une opinion. Amy grimpait chaque jour dans l'estime de son amie, mais lui plongeait dans celle d'Amy et chacun entrevit cette réalité avant qu'un mot ne fût prononcé.
Amy essayait de lui plaire et y parvenait, car elle était reconnaissante des plaisirs qu'il lui offrait et le rétribuait par ces petites attentions auxquelles les femmes féminines savent conférer un charme indescriptible. Laurie ne faisait aucun effort, mais se laissait porter le plus confortablement possible, tentant d'oublier et ayant le sentiment que toutes les femmes lui devaient un mot gentil parce que l'une d'entre elles l'avait battu froid. Ça ne lui coûtait aucun effort d'être généreux et il aurait offert à Amy tous les colifichets de Nice s'il avait voulu, mais en même temps, il sentait qu'il ne pouvait changer l'opinion qu'elle était en train de se forger de lui et il craignait assez les yeux bleus perçants qui semblaient l'observer avec une surprise mi-chagrinée, mi-méprisante. Tous les autres sont partis à Monaco pour la journée. J'ai préféré rester à la maison pour écrire des lettres. J'ai terminé et je vais à Valrose pour dessiner. Tu viens ? Demanda Amy en rejoignant Laurie par une belle journée, alors qu'il flânait comme à son habitude aux alentours de midi. Eh bien oui. Mais il ne fait pas trop chaud pour une si longue marche, répondit-il lentement, car le salon ombragé avait l'air tentant après ce soleil éblouissant. Je vais prendre la petite voiture et Baptiste pourra conduire, alors tu n'auras rien à faire à part tenir ton ombrelle et garder tes gants propres, rétorqua Amy, en jetant un coup d'œil sarcastique aux gants en peau immaculée, un des points faibles de Laurie. Alors j'irai avec plaisir, dit-il en tendant la main pour s'emparer de son carnet de croquis. Mais elle le coinça sous son bras avec un sec. « Ne te donne pas cette peine, ça ne me demande aucun effort, ce qui ne semble pas être le cas pour toi. » Laurie haussa les sourcils et la suivit d'un pas nonchalant tandis qu'elle descendait l'escalier en courant, mais lorsqu'ils arrivèrent à la voiture, il prit lui-même les rênes et ne laissa au petit Baptiste rien d'autre à faire que se croiser les bras et s'endormir sur son perchoir. Tous deux ne se querellaient jamais. Amy était trop bien élevée et pour l'heure, Laurie était trop paresseux. Donc, l'instant d'après, il la scruta sous le bord de son chapeau d'un air interrogateur. Elle lui répondit d'un sourire et ils poursuivirent de la plus amicale des façons. C'était une promenade charmante, le long de routes qui serpentaient au milieu de ces paysages pittoresques qui réjouissent les amateurs de beauté. Ici un ancien monastère d'où leur parvenaient les psalmodies des moines. Là un berger aux jambes nues, en sabots, chapeau pointu et veste rêche sur l'épaule, qui sifflait assis sur une pierre tandis que ses chèvres gambadaient au milieu des rochers où étaient étendus à ses pieds. Des ânes dociles gris souris, chargés de paniers de bas contenant de l'herbe fraîchement coupée passaient. Une jolie petite fille en capeline assise entre les tas de verdure, ou bien une vieille femme qui filait sa quenouille tout en marchant. Des enfants bruns aux yeux doux sortaient en courant de pittoresques masures en pierre pour offrir de petits bouquets ou des oranges encore sur la branche. Des oliviers noueux couvraient les collines de leur feuillage sombre. Des fruits pendaient, dorés, dans les vergers et de grandes anémones écarlates ornaient le bas-côté. Tandis qu'au-delà des pentes verdoyantes et des hauteurs escarpées, les Alpes-Maritimes s'élevaient, acérées et blanches sur le ciel bleu d'Italie. Valrose méritait bien son nom, car dans ce climat perpétuellement estival, les roses poussaient partout. Elle surplombait l'arche de l'entrée, pointait à travers les barreaux du grand portail pour gentiment accueillir les passants et bordait la longue allée qui serpentait au milieu des citronniers et des palmiers dufteux jusqu'à la villa sur la colline. Chaque recoin ombragé où des sièges invitaient à s'asseoir et se reposer était un grand massif en pleine floraison. Chaque grotte fraîche possédait sa nymphe de marbre souriant depuis un voile de fleurs, et chaque fontaine reflétait des roses cramoisies, blanches ou roses pâles, courbées pour sourire à leur propre beauté. Des roses couvraient les murs de la maison, drapaient les corniches, grimpaient le long des piliers et couraient à profusion sur la balustrade de la large terrasse, d'où on pouvait observer la Méditerranée ensoleillée et les murailles blanches de la ville sur sa rive. C'est un véritable paradis pour lune de miel, non ? Tu as déjà vu des roses pareilles ? Demanda Amy en s'arrêtant sur la terrasse pour profiter de la vue et d'une voluptueuse bouffée du parfum qui y flottait. Non, ni senti de telles épines, répondit Laurie, le pouce dans sa bouche après une vaine tentative de capturer une fleur écarlate solitaire tout juste hors de portée. Essaie de te baisser, choisis celles qui n'ont pas d'épines, dit Amy, en cueillant adroitement 3 des minuscules fleurs couleur crème qui étoilaient le mur derrière elle.
Elle les mit à la boutonnière de Laurie, en gage de paix, et il les regarda un instant avec une curieuse expression, car il possédait une pointe de superstition due à ses origines italiennes, et il était dans cet état de mélancolie douce amère, durant lequel les jeunes gens imaginatifs trouvent une signification à la moindre bagatelle, et de quoi nourrir leur romantisme partout. Il avait pensé à Joe en tendant la main vers la rose rouge épineuse, car elle devenait ses fleurs colorées, et elle en avait souvent porté d'identiques provenant de la serre de son grand-père. Les roses pâles qu'Amy lui avait offertes étaient de celles que les Italiens mettaient entre les mains des morts, jamais dans les couronnes nuptiales, et, l'espace d'un instant, il se demanda si le présage concernait Joe ou lui-même. Mais la minute suivante, son bon sens américain prit le dessus sur la sentimentalité et il éclata du rire le plus franc qu'Amy eût entendu depuis son arrivée. « C'est un bon conseil. Tu ferais mieux d'en prendre note et de préserver tes doigts, dit-elle, pensant que ses paroles l'amusaient. « Merci. C'est ce que je vais faire, répondit-il en plaisantant, et quelques mois plus tard, il le fit sérieusement. « Laurie, quand vas-tu rejoindre ton grand-père » demanda-t-elle peu après en s'installant sur un siège rustique. « Très bientôt. » Tu l'as répété des dizaines de fois depuis 3 semaines. Sans doute, les réponses courtes évitent les ennuis. Il t'attend et tu devrais vraiment y aller. Quelle accueillante créature, je sais. Alors pourquoi tu ne le fais pas ? Dépravation naturelle, j'imagine. Indolence naturelle, tu veux dire. C'est vraiment affreux, lança Amy d'un air sévère. Pas si horrible que ça, en a l'air. Parce que si j'y vais, je ne vais que lui empoisonner la vie. Alors autant rester et empoisonner la tienne un peu plus longtemps. Tu le supportes mieux. En fait, je trouve que ça te convient parfaitement bien, dit Laurie en se préparant à s'allonger sur le large rebord de la balustrade. Amy secoua la tête et ouvrit son carnet de croquis d'un air résigné, mais elle était décidée à sermonner ce garçon et 1 minute plus tard, elle recommença. « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?»« J'observe les lézards. »« Non, je veux dire, qu'est-ce que tu as l'intention ou le désir de faire ?»« Fumer un petit cigare, si tu le permets. » Que tu es provocateur. Je suis contre les cigares et je ne te le permettrai que si tu me laisses te mettre dans mon dessin. J'ai besoin d'un personnage. Avec grand plaisir. Comment vas-tu me dessiner ? En pied ou de 3/4 ? Sur la tête ou debout ? Je te suggère respectueusement une position allongée, puis dessine-toi aussi et appelle ça dolce far niente. Ne bouge pas et endors-toi si tu veux. Moi j'ai l'intention de travailler dur, dit Amy d'un ton énergique. Car merveilleux enthousiasme, lança-t-il en s'appuyant à une grande urne, l'air parfaitement satisfait. Que dirait Joe si elle te voyait ? Demanda Amy avec impatience, en espérant le secouer en mentionnant le nom de sa sœur encore plus énergique qu'elle. Comme d'habitude, va-t'en, Teddy, je suis occupée. Il rit en le disant, mais son rire n'était pas naturel et une ombre traversa son visage, car prononcer le nom familier réveillait une blessure qui n'était pas encore guérie. Le ton et l'ombre frappèrent Amy, car elle les avait déjà vus et entendus, et elle leva les yeux à temps pour surprendre une nouvelle expression sur le visage de Laurie, un air dur, amer, rempli de douleur, de mécontentement et de regret. Elle avait disparu avant qu'elle eût le temps de l'étudier, et la mollesse revint. Elle l'observa un moment avec un plaisir artistique, songeant combien il avait l'air d'un Italien, prenant un bain de soleil, allongé la tête découverte, les yeux pleins d'une langueur méridionale, car il semblait l'avoir oublié et était plongé dans une rêverie. « Tu ressembles à l'effigie d'un jeune chevalier endormi sur sa tombe, dit-elle, en traçant soigneusement le profil qui se découpait parfaitement sur la pierre sombre. J'aimerais bien. C'est un vœu idiot. À moins d'avoir gâché sa vie, tu as tellement changé que je me dis parfois que... » Là, Amy s'interrompit avec un regard moitié timide, moitié mélancolique, plus éloquent que sa phrase non achevée. Laurie perçut et comprit l'angoisse affectueuse qu'elle hésitait à exprimer et, la regardant droit dans les yeux, il dit, exactement comme il le disait à Madame March, « Tout va bien, madame. » Elle fut satisfaite et mit de côté les doutes qui avaient commencé à récemment l'assaillir. Elle en fut aussi touchée et le montra par le ton cordial qu'elle employa pour déclarer « J'en suis ravie. Je ne pensais pas que tu étais un très vilain garçon, mais j'ai imaginé que tu avais perdu de l'argent dans ce funeste Baden-Baden, abandonné ton cœur à une séduisante Française mariée ou que tu t'étais attiré des ennuis, ce que les jeunes gens en voyage semblent considérer comme nécessaire lorsqu'ils sont à l'étranger. Ne reste pas au soleil, viens t'allonger dans l'herbe ici, et faisons ami-ami, comme disait Joe quand on se retrouvait dans son coin de canapé pour se confier des secrets. Laurie se jeta avec obéissance sur le gazon et s'amusa à piquer des pâquerettes dans les rubans du chapeau d'Amy posé là. « Je suis prêt pour les secrets, dit-il en levant des yeux résolument curieux. « Je n'en ai pas, tu devrais commencer. » « Je suis prêt pour les secrets, dit-il en levant des yeux résolument curieux. « Je n'en ai pas, tu devrais commencer. » « Je n'en ai pas, tu devrais commencer. » « Je n'en ai pas, tu devrais commencer. » « Je n'en ai pas, tu devrais commencer. » « Je n'en ai pas, tu devrais commencer. » « Je n'en ai pas, tu devrais commencer. »
Je n'ai pas le bonheur d'en avoir. Je pensais que tu avais peut-être des nouvelles de la maison. Tu as entendu toutes les récentes? N'en as-tu pas fréquemment? J'imaginais que Joe t'enverrait des livres entiers. Elle est très occupée. Je vagabonde beaucoup, alors c'est impossible d'en recevoir régulièrement, tu vois. Quand aimes-tu ta grande œuvre d'art, Raffaella? Demanda-t-il, changeant brusquement de sujet après un nouveau silence dans lequel il s'était demandé si Amy connaissait son secret et désirait en parler. Jamais, répondit-elle, d'un air découragé mais décidé. Rome m'a ôté toute vanité. Après avoir vu toutes les merveilles qui s'y trouvent, je me suis sentie trop insignifiante pour vivre et, de désespoir, j'ai abandonné tous mes stupides espoirs. Pourquoi? Alors que tu as tant d'énergie et de talent. Pour cette raison même, parce que le talent n'est pas le génie et toute l'énergie du monde ne va pas me l'apporter. Je veux être immense ou rien. Je ne veux pas être un barbouilleur quelconque, alors je n'ai plus l'intention d'essayer. Je peux te demander ce que tu vas faire de toi maintenant? Parfaire mes autres talents et devenir un fleuron de la société, si j'en ai la chance? Ce discours typique semblait audacieux, mais la hardiesse convient aux jeunes gens et l'ambition d'Amy avait des bases solides. Laurie sourit, mais il appréciait cette fougue avec laquelle elle embrassait un nouvel objectif quand celui qu'elle avait si longtemps chéri était mort, sans perdre de temps à se lamenter. Très bien, et c'est là que Fred Vaughn entre en scène, j'imagine. Amy garda un silence discret, mais l'air entendu qu'affichait son visage baissé poussa Laurie à s'asseoir et à demander avec gravité. « Maintenant, je vais jouer au grand frère et te poser des questions. Je peux? Je ne te promets pas d'y répondre. Ton visage le fera si ta langue s'y refuse. Tu n'es pas encore assez femme du monde pour dissimuler tes sentiments, ma chère. J'ai entendu des rumeurs sur toi et Fred l'année dernière et j'ai dans l'idée que s'il n'avait pas été rappelé chez lui si soudainement et retenu si longtemps, il se serait passé quelque chose, hein? Ça n'est pas à moi de le dire, fut la réponse très comme il faut d'Amy. Mais ses lèvres souriaient avec une étincelle perfide dans ses yeux. Et une étincelle perfide dans ses yeux trahissait le fait qu'elle était consciente de son pouvoir et s'en délectait. « Tu n'es pas fiancée, j'espère » lança Laurie, jouant soudain avec sérieux son rôle de frère aîné. « Non. Mais tu le seras s'il revient et se met à genoux devant toi dans les règles, non ? Très probablement. Alors tu aimes bien ce vieux Fred ? Je pourrais si j'essayais. Mais tu n'as pas l'intention d'essayer avant le moment venu ? Seigneur, quelle prudence surnaturelle. C'est un bon gars, Amy, mais pas l'homme que je t'imaginais aimer. Il est riche, c'est un gentleman et il a de charmantes manières, commença Amy, essayant de rester digne et d'un calme froid, mais se sentant un peu honteuse en dépit de la sincérité de ses intentions. Je comprends. Les reines de la bonne société ne peuvent pas vivre sans argent, alors tu as l'intention de faire un beau mariage et de débuter ainsi dans la vie. Assez juste et approprié, vu comment fonctionne le monde, mais ça me semble bizarre dans la bouche d'une des filles de ta mère. C'est néanmoins vrai. Une réponse brève, mais la tranquille fermeté avec laquelle elle avait été prononcée contrastait curieusement avec la jeune femme qui l'avait émise. Laurie le sentit instinctivement et se rallongea avec un sentiment de déception qu'il ne pouvait expliquer. Son expression et son silence, ainsi qu'une certaine désapprobation à son propre égard, contrarièrent Amy et la poussèrent à débiter son serment sans plus attendre. « J'aimerais que tu me fasses la faveur de te secouer un peu, dit-elle sèchement. « Fais-le pour moi, tu seras gentille. Je pourrais si j'essayais. » Et elle avait l'air d'avoir envie de le faire de la façon la plus expéditive. « Essaie alors, je te donne la permission, » répliqua Laurie, qui adorait avoir quelqu'un à taquiner après s'être longtemps abstenue de son jeu favori. Tu seras en colère en 5 minutes. Je ne suis jamais en colère contre toi. Il faut 2 silex pour faire un feu. Tu es aussi froide et lisse que la neige. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. La neige étincelle et brûle si on fait ce qu'il faut. Ton indifférence est à moitié affectée et on pourrait le prouver en t'agaçant un peu. Agace, ça ne me fera aucun mal et ça pourrait t'amuser. Comme dit le gros homme quand sa petite femme le bat. Considère-moi comme un mari ou un tapis et bats-toi jusqu'à l'épuisement si ce genre d'exercice te convient. Sérieusement irritée, elle-même et rêvant de le voir se débarrasser de cette apathie qui le changeait tant, Amy aiguisa à la fois sa langue et son crayon et commença. « Flo et moi, on a un nouveau nom pour toi. C'est Lawrence le paresseux. Ça te plaît ?» Elle croyait que ça le contrarierait, mais il se contenta de croiser ses bras sous sa tête avec un imperturbable « Pas mal, merci mesdames. Tu veux que je te dise ce que je pense franchement de toi ? Je me languis de l'entendre. Eh bien, je te méprise. Si elle avait dit « je te hais » d'un ton irascible ou plein de coquetterie, il aurait ri et plutôt aimé. Mais l'intonation grave, presque triste de sa voix lui fit ouvrir les yeux et demander sur le champ « Pourquoi, s'il te plaît ?»
Parce que tu as tout pour être bon, utile et heureux, et tu es mauvais, paresseux et malheureux. Vous y allez fort, mademoiselle. Si ça te va, je continue. Je t'en prie, c'est très intéressant. C'est bien ce que je me disais. Les égoïstes adorent parler d'eux. Je suis égoïste. La question lui avait involontairement échappé sur un ton surpris, car une des vertus dont il avait toujours été fier était sa générosité. Oui, très égoïste, poursuivit Amy d'une voix sereine, froide, 2 fois plus efficace à ce moment-là que si elle avait été courroucée. Je vais te montrer, parce que je t'ai observé pendant qu'on batifolait et je ne suis pas du tout contente de toi. Tu es à l'étranger depuis 6 mois et tu n'as rien fait à part gaspiller ton temps et ton argent et décevoir tes amis. Un homme n'a pas le droit de s'amuser après avoir bûché 4 ans. Tu n'as pas vraiment l'air de t'amuser. En tout cas, ça ne te fait aucun bien, d'après ce que je vois. Quand on s'est vu la première fois, j'ai dit que tu t'étais amélioré, mais je le retire parce que tu n'es pas du tout aussi gentil que quand je t'ai laissé à la maison. Tu es devenu horriblement paresseux. Tu aimes cancaner et perdre ton temps dans des frivolités. Tu te satisfais d'être dorloté et admiré par des gens stupides au lieu d'être aimé et respecté par des personnes avisées. Avec de l'argent, du talent, une position, la santé et la beauté. Ah, tu aimes ça, hein, ce cher vieil orgueil. Mais c'est la vérité. Alors je suis bien obligée de le dire. Avec toutes ces merveilleuses choses dont tu pourrais te servir et profiter, tu ne trouves rien de mieux à faire que de traîner. Et au lieu d'être l'homme que tu pourrais et devrais être, tu es seulement... Là, elle s'interrompit avec un regard à la fois plein de douleur et de pitié. Saint-Laurent-sur-le-Gris, ajouta Laurie, terminant platement la phrase. Mais le sermon commençait à faire effet, car une lueur vive brillait maintenant dans ses yeux et une expression mi-courroucée, mi-blessée avait remplacé la précédente indifférence. J'avais supposé que tu le prendrais ainsi. Vous, les hommes, vous nous dites qu'on est des anges et qu'on peut faire de vous ce qu'on veut, mais au moment où l'on essaie honnêtement de vous faire du bien, vous vous moquez de nous et n'écoutez pas, ce qui prouve bien la valeur de vos flatteries. Amy avait un ton amer et elle tourna le dos à l'exaspérant martyr à ses pieds. L'instant suivant, une main apparut sur sa page qui l'empêcha de dessiner et la voix de Laurie s'exclama dans une drôle d'imitation d'un enfant pénitent. « Je serai gentil, oh, je serai gentil !» Mais Amy ne rit pas, car elle était sérieuse et tapant sur la main tendue avec son crayon, elle ajouta d'un ton égal. « Tu n'as pas honte d'une telle main ? Elle est aussi douce et blanche que celle d'une femme et elle semble ne rien faire d'autre que porter les plus beaux gants de chez Jouvin et cueillir des fleurs pour les dames. Tu n'es pas un dandy, Dieu merci. Alors je suis ravie de constater qu'elle ne porte pas de diamants ou de grosses chevalières, seulement la petite bague que Joe t'a donnée il y a si longtemps. Ma chère sœur, j'aimerais qu'elle soit là pour m'aider. Moi aussi. » La main disparut aussi soudainement qu'elle était apparue, et il avait mis suffisamment d'énergie dans l'écho de son vœu pour que même Amy en soit satisfaite. Elle lui jeta un coup d'œil et une nouvelle pensée se forma dans son esprit. Mais il était étendu, son chapeau dissimulant à moitié son visage comme pour lui faire de l'ombre et sa moustache cachait sa bouche. Elle vit seulement sa poitrine se soulever et s'abaisser dans une longue expiration qui aurait pu être un soupir et la main qui portait l'anneau nichée dans l'herbe comme pour soustraire à la vue un objet trop précieux ou trop tendre pour pouvoir en parler. En un instant, diverses allusions et bagatelles prirent forme dans la tête d'Amy et lui apprirent ce que sa sœur ne lui avait jamais confié. Elle se souvint que Laurie ne parlait jamais délibérément de Joe. Elle se rappela l'ombre sur son visage, un instant, son caractère changé et le petit anneau qu'il portait, pas vraiment un ornement pour une belle main. Les filles sont promptes à déchiffrer de tels signes et ils sont, pour elles, éloquents. Amy avait imaginé qu'un problème sentimental était peut-être à la source du changement et elle en était maintenant certaine. Ses yeux vifs se remplirent de larmes et, quand elle reprit la parole, ce fut de cette voix qu'elle pourrait rendre magnifiquement caressante et aimable lorsqu'elle le voulait. Qu'elle pouvait rendre, oui. « Je sais que je n'ai aucun droit de te parler, Laurie. Et si tu n'avais pas le caractère le plus doux qui soit, tu serais très en colère contre moi. Mais on t'aime toutes tellement et on est si fiers de toi. Je ne pourrais pas supporter de penser qu'elle puisse être aussi déçue que moi à la maison, même si elle comprendrait peut-être mieux ta transformation. Je pense que oui, laissa-t-il échapper dessous le chapeau d'un ton sinistre aussi touchant qu'abattu. Elles auraient dû me le dire et ne pas me laisser faire de bévues et te réprimander alors que j'aurais dû être plus patiente et gentille que jamais. Je n'ai jamais aimé cette mademoiselle Randall et maintenant je la déteste, dit la rusée Amy, voulant être sûre de son fait, cette fois-ci.
Que mademoiselle Randall aille se faire pendre, s'exclama Laurie en ôtant brusquement le chapeau de son visage avec une expression qui ne laissait aucun doute sur ses sentiments à l'égard de la jeune dame. « Je te demande pardon, je pensais... » Et là, elle s'interrompit avec diplomatie. « Ne mens pas. Tu sais parfaitement bien que je n'ai jamais eu de sentiments pour personne d'autre que Joe. » Laurie avait retrouvé son ton fougueux d'autrefois pour prononcer ces mots en détournant le visage. C'est ce que je pensais, mais comme elle n'en parle jamais et que tu es partie, j'ai cru m'être trompée. Et Joe n'a pas été gentille avec toi. Enfin, j'étais sûre qu'elle t'aimait profondément. Elle a été gentille, mais pas de la bonne façon. C'est une chance pour elle qu'elle ne soit pas amoureuse de moi si je suis le bon à rien que tu penses que je suis. C'est de sa faute, ceci dit, et tu devrais le lui dire. Le regard dur, amer était revenu avec ces paroles et cela perturba Amy qui ne savait quel baume appliquer. J'ai eu tort, je ne savais pas. Je suis vraiment désolée d'avoir été si fâchée, mais je ne peux m'empêcher de souhaiter que tu le supportes mieux, mon cher Teddy. Je t'interdis. C'est elle qui m'appelle comme ça. Et Laurie leva vivement la main pour arrêter les mots prononcés du ton mi-aimable, mi-réprobateur de Joe. « Attends d'avoir connu ça, ajouta-t-il à voix basse en arrachant l'herbe par poignées. « Je le prendrai avec courage et je serai respectable à défaut d'être aimée, s'écria Amy, avec la résolution de celle qui n'y connaissait rien. Or, Laurie se flattait de l'avoir remarquablement bien pris, sans se plaindre, sans réclamer aucune compassion et en emportant au loin ses soucis pour les oublier seuls. Le sermon d'Amy apportait un éclairage nouveau et, pour la première fois, il lui sembla que perdre courage au premier échec et s'enfermer dans une sombre indifférence était un signe de faiblesse et d'égoïsme. Il eut l'impression d'être brusquement tiré d'un rêve songeur et incapable de se rendormir. Il s'assit immédiatement et demanda lentement « Tu penses que Joe me mépriserait autant que toi ?»« Oui, si elle te voyait maintenant, elle déteste les paresseux. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose de merveilleux pour qu'elle t'aime ?»« J'ai fait de mon mieux. » Mais c'était inutile. Avoir eu ton diplôme avec les honneurs, tu veux dire? Ce n'était rien de plus que ce que tu devais de faire par égard pour ton grand-père. Ça aurait été une honte d'échouer après avoir dépensé tant de temps et d'argent alors que tout le monde savait que tu pouvais réussir. J'ai échoué, quoi que tu en penses, parce que Joe ne veut pas m'aimer, commença Laurie en appuyant sa tête sur sa main d'un air découragé. Non, et tu finiras par t'en rendre compte parce que ça t'a fait du bien et a prouvé que tu pouvais accomplir quelque chose d'honorable si tu faisais l'effort. Si tu t'attelais à une nouvelle tâche quelconque, tu redeviendrais enthousiaste et heureux et tu oublierais tes soucis. C'est impossible. Essaie, tu verras. Inutile de hausser les épaules et de penser qu'est-ce qu'elle connaît à ces choses-là. Je ne prétends pas posséder la sagesse, mais j'observe et je vois bien plus que tu imagines. Je m'intéresse aux expériences et à l'inconstance des autres et, même si je ne peux pas les expliquer, je m'en souviens et je les utilise à mon profit. Tu peux aimer Joe toute ta vie, si tu veux, mais que ça ne te la gâche pas, car c'est scandaleux de gaspiller tant de dons merveilleux parce que tu ne peux pas avoir celle que tu veux. Voilà. Je ne veux pas continuer à te sermonner parce que je sais que tu vas te réveiller à être un homme en dépit de cette fille au cœur dur. Aucun ne parla durant plusieurs minutes. Laurie était assis et faisait tourner le petit anneau sur son doigt et Amy mettait la dernière touche au rapide croquis auquel elle avait travaillé tout en parlant. Peu après, elle le posa sur les genoux de Laurie en demandant simplement « Ça te plaît ?» Il le regarda et sourit. Il ne put s'en empêcher parce qu'il était remarquablement exécuté. La longue silhouette paresseuse sur l'herbe, le visage mou, les yeux à moitié fermés, une main tenant un cigare d'où s'élevait une petite volute de fumée qui encerclait la tête du rêveur. « Comme tu dessines bien », dit-il avec une surprise et un plaisir sincère devant son talent, ajoutant, riant à demi, « Oui, c'est moi, tel que tu es. » « Et voilà ce que tu étais, dit Amy en posant un autre croquis à côté de celui qu'il tenait à la main. Il était loin d'être aussi bien réalisé, mais il dégageait une vie et une âme qui en rachetaient les nombreux défauts. Et il lui rappela le passé de façon si vivace qu'un soudain changement traversa le visage du jeune homme. Ce n'était qu'une rapide esquisse de Laurie en train de dresser un cheval. Il avait ôté son chapeau et son manteau, et chaque trait de sa silhouette active, de son visage résolu et de son attitude autoritaire était plein d'énergie et d'expressivité. La belle bête, à peine soumise, ployait le cou sous les rênes fermement tirées, un sabot piaffant d'impatience et les oreilles dressées comme pour écouter la voix qu'il avait maîtrisée. La crinière ébouriffée, les cheveux soulevés par la brise et la position droite du cavalier suggéraient un mouvement stoppé net, une puissance, un courage et un dynamisme juvénile qui contrastaient fortement avec la grâce flaccide du dolce far niente. Laurie ne dit rien. Mais en observant
Son regard passé de l'un à l'autre, Amy le vit rougir et serrer les lèvres comme s'il déchiffrait et acceptait la petite leçon qu'elle venait de lui donner. Elle s'en réjouit et, sans attendre qu'il parle, elle lança d'un ton vif. Tu te souviens du jour où tu as joué à Rare avec Puck et qu'on observait toutes? Meg et Beth étaient effrayées, mais Joe applaudissait et cabriolait et j'étais assise sur la clôture et je te dessinais. J'ai retrouvé ce croquis dans mon portfolio l'autre jour, je l'ai retouché et je l'ai gardé pour te le montrer. Je t'en remercie infiniment. Tu t'es beaucoup améliorée depuis et je te félicite. Puis je m'aventurais à suggérer, dans ce paradis pour lune de miel, que 5 heures est l'heure du dîner à ton hôtel. Tout en parlant, Laurie se leva, rendit les dessins avec un sourire et une révérence et regarda sa montre comme pour lui rappeler que même les sermons moralisateurs devaient avoir une fin. Il essaya de reprendre son air désinvolte et indifférent, mais désormais, il manquait de naturel. Car s'être fait secouer avait été plus efficace qu'il ne l'aurait avoué. Amy sentit un soupçon de froideur dans son attitude et se dit « Voilà que je l'ai offensé. Bon, si ça lui fait du bien, j'en suis ravie. S'il me déteste à cause de ça, j'en suis désolée. Mais c'est la vérité et je n'en retirerai pas un mot. » Ils rirent et bavardèrent durant tout le trajet du retour, et le petit Baptiste, debout à l'arrière, se dit que monsieur et mademoiselle étaient de charmante humeur. Mais tous deux se sentaient mal à l'aise. La franchise amicale était rompue, une ombre dissimulait les rayons de soleil, et, en dépit de leur apparente gaieté, chacun portait en son cœur une secrète insatisfaction. « Nous te verrons ce soir, mon frère ?» demanda Amy lorsqu'ils se séparèrent à la porte de sa tante. « Malheureusement, j'ai des obligations. Au revoir, mademoiselle. » Et Laurie se baissa comme pour lui baiser la main, à la manière des étrangers, plus ayante chez lui que chez d'autres. Quelque chose dans son visage poussa Amy à lancer à la hâte et chaleureusement. « Non, sois toi-même avec moi, Laurie, et séparons-nous comme autrefois. Je préfère une ferme poignée de main à l'anglaise à toutes ces salutations sentimentales à la française. Au revoir, ma chère. » Et sur ces mots prononcés du ton qu'elle aimait, Laurie la quitta après une poignée de main d'une fermeté presque douloureuse. Le lendemain, au lieu de l'habituelle visite, Amy reçut un message qui la fit sourire au début et soupirer à la fin. « Mon cher mentor, s'il te plaît, fais mes adieux à ta tante et exulte parce que Laurie le paresseux est parti rejoindre son grand-père comme un bon garçon. Passe un agréable hiver et que les dieux t'accordent une divine lune de miel à Valrose. Je pense que Fred aurait besoin de quelqu'un pour le secouer. Dis-le lui avec mes félicitations. » Quel bon garçon. Je suis contente qu'il soit parti, se dit Amy avec un sourire approbateur. L'instant d'après, son visage s'affaissa tandis qu'elle regardait la pièce vide en lâchant un soupir involontaire. Oui, je suis vraiment contente, mais comme il va me manquer. Avec tous mes remerciements, Télémaque. Dis-le lui avec mes félicitations, avec tous mes remerciements, Télémaque. Quel bon garçon, je suis content qu'il soit parti, se dit Amy avec un sourire approbateur. L'instant d'après, son visage s'affaissa tandis qu'elle regardait la pièce vide en lâchant un soupir involontaire. Oui, je suis vraiment contente, mais comme il va me manquer. Et c'est la fin du chapitre 16. Voilà. Pardon. Foule d'un pas léger ce lieu étroit. La plus vaste terre en culture n'est pas aussi ample que le cœur enclos dans ses plis émeraudes. À Suzanne Dickinson. The broadest land that grows is not so ample at the heart that emerald seems like. C'est tout. Je m'arrête là. J'aurais peut-être chanté « Waouh, comme le ciel est beau !» J'ai tout raté.
J'avais la tête penchée sur mon livre et j'ai tout raté. Non, il est encore magnifique. Je vais en profiter maintenant. J'espère que vous m'avez entendu, mais sans le vent, c'est pas sûr. Tant pis. Sinon, je réenregistrerai. This little light of mine, gonna let it shine. Gonna let it shine. Plus tard, la chanson, plus tard. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que la douceur va arriver. Mais je crois qu'il va falloir encore affronter pas mal de chaleur. Et quoi d'autre ? Rien, faites attention à vous. Surtout, faites bien attention à vous. Merci. À bientôt. Non,